Statistiquement parlant, même si tu charbonnes et que tu persévères, t'as toujours 44% de chance d'échouer un objectif ambitieux. Soit presque une chance sur deux. Donc non, si tu bosses, tu réussis pas forcément. Premier point où le dev perso me saoule. Deuxième point, on entend des théories dans tous les sens, très abstraites et contradictoires, qui nous rendent juste confus et au final ça aide personne. Dans cette vidéo, j'ai donc comme but de simplifier le dev perso en un seul graphique visuel et factuel pour que vous compreniez tous. Mais surtout, j'ai envie de vous partager la subtilité que le dev perso n'aborde jamais et qui améliorera grandement votre probabilité de réussir. Tout en vous rendant plus grand, plus beau, plus musclé et en agrandissant votre pénis de 5 cm. Qui a invité ce mec? Yo, what's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that bitch like Stockton. Il y a exactement un an, j'ai acheté ce tableau. Et depuis, je suis monstrueux. Je prends des notes tous les jours, je planifie chaque seconde de mes journées, je brainstorm chaque idée qui passe par la tête, j'organise mes tâches et ma productivité a augmenté de 5 milliards de fois. C'est pas vrai, du tout, je l'ai utilisé grand maximum une semaine, après il est resté blanc comme ça pendant genre une année. Bref, quitte à avoir un tableau à 200 € quand même, le bail, autant y trouver une utilité. Je me suis donc mis pendant 24 heures dans la peau du professeur et j'ai sorti mon plus beau feutre pour développer The Simple Graph of Winning. Vous connaissez sûrement cette personne qui semble ne jamais échouer, ne jamais abandonner, ne jamais douter et à qui tout réussit. On pourrait croire que c'est injuste, tellement tout semble lui tomber dessus. Ce graphique vous expliquera simplement pourquoi c'est pas votre cas, mais surtout comment faire changer les choses et arriver à vos fins. Créer ce graphique me fait beaucoup de bien je crois parce qu'en réalité je commence à détester le développement personnel, ou du moins l'image qu'on lui donne. Parce que c'est beaucoup de théories, en général basées sur des suppositions, rien de concret. L'avantage avec un graphique, c'est que c'est mathématique. Ce sont donc des chiffres et seuls les chiffres ne mentent jamais. Pour une fois sur ma chaîne, j'ai pas envie de mettre des mots sur des sentiments, mais d'arriver à des vérités basées sur des faits. Évidemment c'est pas facile, parce que vulgariser un domaine aussi ouvert que la vie en général est quasiment impossible. Mais plus j'avançais sur ma théorie, plus j'ai découvert des liens et des réponses résumées sur un graphique simple et compréhensible. La majorité des gens abandonnent au dernier moment, à un pas de la réussite, et aussi étonnant soit-il, il y a une explication. Je vous demande d'écouter ma théorie jusqu'au bout, et ensuite je l'ai envoyée à 2-3 potes youtubeurs pour voir comment aboutir au graphique parfait qui changera votre vie. Ah Eric, ton pote le petit Suisse là, il se prend un peu pour Tony Robbins, non? Syndrome classique du youtubeur, j'ai envie de dire. Tu fais 2 vidéos dans ta chambre, ça y est, tu te sens chaud, tu vas devenir un gourou, faire des séminaires, des trucs. Ah Mathias. Ouais hein. Ok, donc les frérots, je les invite sur ma chaîne et c'est moi qui me fais tailler. Ok. Ok, est-ce que vous êtes prêts? On commence, le graphique, il est sur 2 axes. On a toujours un axe X et un axe Y. L'axe horizontal représente simplement le temps qui passe. Donc on va écrire temps. Arrête de mater mon... Ensuite, notre axe vertical représente donc la réussite. Et sur notre tableau, on va ajouter maintenant un objectif. Ouais, c'est la magie. Et en fait, si j'ai pas mis d'échelle à mes axes, comme vous pouvez le voir, ça peut être une année, ça peut être 6 mois, ça peut être une semaine. C'est tout simplement parce que chaque objectif est propre à chacun. Et pareil pour la réussite, un objectif va pas amener le même taux de réussite à chaque personne. Ensuite, on aura 2 variables qui vont évoluer sur notre graphique. La première, c'est notre environnement. C'est tout ce qui nous impacte, mais que nous ne pouvons pas impacter. C'est par exemple ton vélo qui déraille et qui te met en retard, c'est des moqueries sur ton physique, mais ça peut très bien être aussi un compliment, ou alors une place qui se libère dans l'entreprise de tes rêves et qui du coup peut être une opportunité pour toi. Enfin bref, c'est un environnement qui peut autant te tirer vers le haut que vers le bas. La deuxième variable, c'est l'opposé, c'est tout ce que tu contrôles. C'est ta manière d'agir et ta manière d'avancer en fonction de ton environnement. Tu peux plus ou moins travailler, plus ou moins avancer et grandir dans cet environnement. C'est en fait tout ce qui touche à ton pouvoir d'action. Je précise rapidement que l'environnement est représenté par des opportunités et des coups durs, tout simplement parce qu'il y a tout et n'importe quoi dedans et qu'il évolue constamment. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est de pouvoir comparer les résultats des 3 différentes éthiques de travail et pour les comparer au mieux, on va les faire évoluer dans le même environnement. Et c'est pour ça que cette courbe de l'environnement fonctionne dans notre cas de figure. Si on reprend notre environnement et que tout d'un coup vous essayez de développer un projet, vous allez grandir, etc. et vous allez tout d'un coup arriver vers votre environnement qui vous tire vers le bas. Imaginez maintenant que la courbe qui vous tire vers le bas, c'est par exemple vos potes qui vous disent « Ouais mec, t'es pas assez smart pour gérer ce projet. » Bon, déjà, Change de pote. bien dit Eric, change de pote. Face à un environnement qui tire vers le bas, t'as 2 solutions. Soit tu tombes avec ton environnement et t'abandonnes, ou alors pendant 3 jours t'es là en mode oh, ils ont dit que j'étais pas assez smart pour réussir mon projet. Soit la deuxième réaction, tu décides de continuer et de pas écouter la merde qu'on te dit. Et c'est là que c'est intéressant parce que notre réussite va dépendre donc de notre manière à réagir à l'environnement qui nous tombe dessus. Et ça fait donc qu'on a un potentiel d'action indirect sur notre environnement. Oui monsieur, là je suis d'accord avec toi mon petit Suisse. D'ailleurs, n'y voyez pas d'offense, j'ai toujours adoré ce fromage. Si t'as jamais mangé ça, t'as raté ta vie. Attends quoi?
Eric, dis-lui s'il te plaît, parce que là, je sais pas de quoi il me parle. Si je puis me permettre, mon petit français, déjà, je suis suisse, donc on est deux contrats, donc on va se calmer tout de suite. Et ici, en Suisse, les petits Suisses, c'est des yogourts. Voilà, c'est tout. Pour rebondir sur ce point, il y a un proverbe que j'affectionne beaucoup qui dit « La vie c'est 10% ce qui nous arrive et 90% comment on se positionne face à ces circonstances-là ». Et dans le graphique de Mathias, ces circonstances-là, c'est l'environnement. Bon, c'est un peu tatoué ici aussi. La perspective. Combien de bâtons tu vois? 3 ou 4. Face à un seul même événement, il y a toujours plein de manières différentes de voir les choses. Et il y a que toi qui peux décider comment te positionner face à cet événement. Ok, je pense que vous avez compris le principe du graphique et comment il fonctionne. On a donc terminé la partie un peu plus théorique, un peu plus chiante. Pour vous expliquer la suite, je vais vous donner donc un exemple et pour ce faire, je vous présente 3 joueurs de foot qui évoluent dans le même club, donc Alexandre, Johnny et Léo. Comme sur FIFA, ils ont chacun des compétences différentes et nous, on va s'intéresser à 2 compétences clés qui sont la constance et la persévérance. Donc la constance, est-ce qu'il bosse de manière régulière et disciplinée ou alors est-ce qu'il est un peu instable, plus sur la motivation, il y a des jours où ça va, il y a des jours où il a pas envie de travailler. Et la persévérance, qui est la persévérance quoi. Est-ce que tu tiens sur le long terme ou alors est-ce qu'au premier échec tu abandonnes? Ok, on a donc notre premier joueur, donc Alexandre, qui a une constance à 70% et une persévérance beaucoup moins bonne à 20%. Ensuite on a l'inverse, Johnny, 20% de constance mais 80% de persévérance. Et Léo, le dernier, qui lui il a tout. C'est une brute, il est à 70% de constance et 80% de persévérance. On a donc 3 joueurs, 3 mentalités complètement différentes et on va voir comment ils évoluent sur notre graphique. Je vous l'agrandis un peu pour que vous le voyez mieux et c'est parti. Notre premier joueur, Alexandre, est une personne constante et va donc travailler de manière assidue pendant un certain moment. Mais son problème à notre petit Alexandre, c'est qu'il manque de persévérance et de ce fait, quand il va rencontrer un environnement qui lui est défavorable et qu'il tire pas vers le haut, eh ben il va abandonner parce qu'il supporte pas l'échec et du coup il va jamais atteindre un objectif long terme. Johnny, au contraire, avance de manière instable, donc pendant un jour il peut charbonner comme pas possible et derrière il a 3 jours de down où il a pas trop envie de travailler, il est pas motivé. Et le problème avec ça, c'est qu'il sera pas prêt à saisir les opportunités qu'on lui offre durant ces 3 jours de down. Donc Johnny sera beaucoup plus dépendant de la chance, de est-ce qu'il y a une opportunité qui tombe sur les moments où il charbonne. Et le problème, c'est que toutes les autres opportunités, il sera pas prêt à les saisir. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que là, l'environnement que je vous présente, il a plusieurs opportunités un peu tout le temps, mais s'il faut, l'opportunité de sa vie, il l'aura qu'une fois. Et s'il n'est pas prêt à la saisir, bah Johnny va se faire foutre quoi. Donc voilà, son gros point fort, sa persévérance, va lui permettre de continuer d'avancer même quand il y a des échecs qui lui tombent dessus, même quand l'environnement il est un peu défavorable, même s'il a des personnes qui le critiquent, etc. Johnny, il en a un peu rien à foutre. On passe maintenant à Léo, le big boss, pour voir un peu comment il évolue sur ce graphique. Il a la persévérance et la constance qui lui permet de saisir les opportunités quand l'environnement lui en offre. Et en même temps, il est persévérant, donc il va pas dévier de sa route quand il y a des échecs qui vont lui tomber dessus. C'est une personne qui est très concentrée sur ce qu'elle fait, qui connaît ses objectifs et qui sait travailler de manière efficacement. Aïe. Alors là, je peux rien faire pour toi, Mathias. Et en même temps, elle est un peu à l'affût des opportunités qui lui tombent dessus. Donc elle sait comment les saisir et quand il faut les saisir aussi. Mais elle sait aussi se synchroniser avec son environnement pour faire l'effort en plus quand il y a une opportunité qui lui est offerte. Et pas que quand il y a une opportunité qui lui est offerte. Cette personne-là, elle sait faire l'effort en plus quand tout lui semble défavorable. Parce qu'en soi, c'est facile de réussir quand tout te pousse à réussir et que ton environnement est parfait. Mais le truc, c'est que la vie est pas linéaire. Ça ressemble déjà plus à un truc comme ça. Ceux qui sortent vraiment du lot, ils font l'effort en plus quand ça va justement pas. Ils le font dans l'adversité, là où c'est le plus dur de maintenir la régularité, la discipline, la constance, la motivation et tous les facteurs qui sont simples à entretenir quand tout va bien. Et le truc, c'est que si tu bases ta motivation sur un facteur externe que tu ne maîtrises pas, c'est un peu comme jouer au casino. À long terme, t'es foutu. D'où le fait que selon moi, pour vraiment réussir, il faut chercher à être intrinsèquement discipliné et pas extrinsèquement motivé par quelque chose. D'où la symbolique de ce tatouage chez moi. Discipline over motivation. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour devenir cette personne? La motivation qui vient de l'intérieur, on peut la cultiver à l'aide d'une seule question. Pourquoi? Prendre le temps de me poser face à moi-même et de me demander pourquoi moi et moi seul j'ai envie de faire cette chose ou de devenir cette personne, ça donnera beaucoup plus de sens dans toutes les actions du quotidien et donc de motivation. Quant à la discipline, c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Et de la même façon, il faut commencer par des exercices plus légers et plus faciles afin de mieux progresser par la suite. Faire la vaisselle directement quand on a fini de manger plutôt que d'attendre le lendemain qu'elle soit bien incrustée, ou bien prendre une douche froide de 10 secondes avant sa douche chaude et ensuite prendre une douche de 20 secondes, etc. etc. Tout ça, ça fonctionne, ça se cumule et le but
but, c'est de tenir suffisamment longtemps dedans jusqu'à ce que ces actions deviennent des habitudes qui, par définition, deviennent automatiques, ce qui va libérer notre discipline qu'on pourra réinjecter dans quelque chose d'autre. Maintenant que vous avez compris visuellement ce qui se passe avec nos 3 joueurs, on va voir concrètement avec des chiffres, donc des calculs et des statistiques, quelle est leur probabilité de réussir. On va Ok, stop. Je pense à votre temps et je vous dis honnêtement, là je me suis emballé dans des calculs de statistiques et d'explications graves poussées et je vais vous épargner tout ça pour aller droit au but de foot. Bref, durant tout ce temps, ce que j'ai calculé, c'est la probabilité qu'ont nos 3 joueurs de se faire repérer par un recruteur pour jouer en équipe professionnelle. Évidemment, c'est fictif, dans la vraie vie, il y a plein de facteurs en plus, mais là, le but de foot... Mathias enchaîne. Non mais là le but c'est surtout de comparer les résultats des 3 joueurs avec leurs compétences. Donc je vais avancer jusqu'au résultat et vous dire ce qu'on en retient. Donc la probabilité de réussir d'Alexandre avec ces compétences là, elle est de 16,10%. La probabilité de Johnny avec ces compétences là, elle est de 18,14%. Et la probabilité de Léo, qui est une brute totale, elle est que de 50,45%. Donc un mec qui a une constance de fou, c'est-à-dire qu'il réussit 7 matchs sur 10 et il a une persévérance de 80%, c'est-à-dire qu'il joue 4 saisons sur les 5, il a qu'une chance sur 2 d'être recruté. Donc qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'on se bat pas pour réussir, on se bat simplement pour augmenter notre probabilité de réussir. Ce qui est complètement différent parce que ça veut dire que même une personne qui se donne tous les moyens du monde, c'est pas sûr qu'elle réussisse. Donc sur notre graphique, on peut seulement aller modifier l'axe Y et mettre probabilité de réussir au lieu de réussite. Et dans une vidéo sur le stoïcisme que j'ai vu passer sur YouTube, il y a un beau gosse aux yeux bleus qui nous parle de la dichotomie du contrôle. Mais Jamy, qu'est-ce que c'est déjà? Et donc, dans le script, c'est moi qui fais Jamy? Ok. La dichotomie du contrôle, c'est simplement de faire la distinction binaire entre 2 choses. Celles qui dépendent de nous et qu'on peut contrôler, et celles qui ne dépendent pas de nous et qu'on ne peut pas contrôler. Et devine quoi? Réussir, ça rentre dans la case de ce que tu ne contrôles pas. Donc faut s'en détacher. Sinon tu seras juste jamais heureux. Bon, pour parler concret un petit peu, je vais prendre l'exemple d'Eric, Mathias et moi-même. On est tous les 3 youtubeurs. Et nous, en tant que créateurs de contenu, on est responsable de la qualité des vidéos qu'on produit, du tournage, du montage, du storytelling, des miniatures, et de tout ce sur quoi on a le contrôle. Mais une fois qu'on a appuyé sur le bouton publier et que la vidéo est en ligne, bah, on est responsable de rien, en fait. Donc en aucun cas on est responsable de leur réussite. Nous, tout ce sur quoi on peut focus, c'est dans la case « ce que je contrôle ». Et en fait, comme le dit Mathias, nous, tout ce qu'on cherche à faire, c'est juste augmenter nos probabilités de réussir, tout en se détachant de la réussite de cette vidéo, parce qu'on la contrôle pas. Tout le reste, c'est ce que j'appelle de la branlette mentale, ou en plus politiquement correct, des attentes, des projections et des désirs. Sauf que comme le dit si bien Bouddha, le désir est la source de toutes les souffrances. je te la remets en clean. Le désir est la source de toutes les souffrances. Alors pour arrêter de souffrir, va falloir arrêter de vouloir réussir et va juste falloir faire ce qu'il faut pour réussir, sans attente vis-à-vis de ça. Bon, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce graphique qui avait pour but de concrétiser le développement personnel. Pour être honnête, je pense qu'il y a plus pertinent que ça. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir inventé la poudre. Mais après avoir terminé mon graphique, j'ai pris une grosse pause. D'où la barbe et les cheveux qui ont changé. Je me suis donc posé devant mon tableau en me demandant, maintenant, qu'est-ce que je peux en retirer ? Parce que s'il y avait rien à en retirer, cette vidéo serait pas sortie. Il faut savoir quand même que cette vidéo a été très compliquée pour moi, c'est un format que je maîtrisais pas du tout parce que je l'avais jamais fait, et par-dessus tout, je ne sais pas écrire sur un tableau blanc, c'est terrible, je suis illisible. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'animations, parce que j'ai pu sauver le coup grâce au montage, et en réalité, c'est même ma copine qui venait entre chaque plan écrire des mots ou même faire les graphiques, sinon ça ressemblait à rien. La réussite. Mais Mathias, on va pas s'en sortir. Ok, je sais ce qu'on va faire, tu vois. Merci. Écris vite ton aussi. Bref, même si j'ai voulu arrêter cette vidéo en cours de route plusieurs fois, je suis pas du genre abandonné et surtout, je me suis rendu compte qu'il y a des subtilités très intéressantes à vous partager. Il y a un vrai message derrière tout ça. Premier point, j'ai vraiment la haine contre le dev perso. Parce que comme son nom l'indique, c'est personnel et à aucun moment on prend en compte la compréhension de l'environnement qui nous entoure. Le développement personnel d'une personne est en réalité le développement d'un individu dans un environnement bien précis. Donc ton développement doit être en accord avec ton environnement. Et c'est pour ça que ce sera jamais le même développement que celui de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que le développement personnel global n'existe pas. Je pense que tu as raison Mathias, tout est à contextualiser et à adapter en fonction de notre propre situation, de notre propre environnement et de tout ce qui nous est
personnel. Et un dernier petit point à ce sujet encore, à mon avis, il faut pas fermer les yeux sur tout ce qu'on peut quand même contrôler dans notre environnement. Alors bien sûr, c'est pas souvent facile et évidemment, ça dépend de chacun, mais comme on l'a vu juste avant, tu peux très bien décider de changer de pote. Notre environnement social est grandement responsable de qui on est, de qui on va devenir et ça va de même de notre environnement physique, de par le pays ou la ville où on habite, jusqu'à la décoration intérieure de notre appartement. Il y a de toute façon au minimum certaines petites choses là-dedans, certains petits facteurs sur lesquels on a le contrôle. Et ça, à mon avis, il faut pas l'oublier non plus. Et dernier point, vous devez comprendre que l'environnement, pour beaucoup, on le subit. Mais c'est pas parce que 90% de la population subit l'environnement que vous devez aussi. Tu sais, c'est comme l'alcool, quasi tout le monde boit, et du coup, il y a pas de souci si je bois. Ouais, c'est vrai, il y a pas de souci, mais ça te baisse quand même. Bref, je vais vous donner un exemple rapide. Je vais vous parler d'Axel. Axel, actuellement, il travaille avec moi, mais aussi avec un des plus grands youtubeurs de France. 5 millions d'abonnés, quand même. Tout a commencé en septembre 2021, je recrutais un monteur vidéo pour le compte Bilos sur Insta, et Axel a su voir l'opportunité. Il a donc postulé, comme quoi des opportunités il y en a, mais je les tège. Non mais en gros, sur 100 candidats, Axel il est arrivé à la dernière étape où ils étaient plus que 2, et je leur ai donc demandé d'effectuer une tâche, et Axel a fait une faute de frappe. Bah du coup je l'ai pas engagé. Bam, son environnement se dégrade, et Axel a ensuite entamé la pire partie de sa vie. Il fait des études qui lui plaisent pas, il travaille au McDo pour un salaire éclaté, et finit à 1h du matin chaque jour, et se réveille explosé à 14h. Donc une hygiène de vie pas ouf. Mais Axel, c'est un mec constant et discipliné. Il travaillerait pas avec moi sinon. Et du coup, après cet échec, il a continué de faire du montage pour s'améliorer. En janvier 2022, j'avais besoin d'un deuxième monteur pour bosser avec moi, plus particulièrement pour les podcasts Bilost et pour monter les cours de ma formation en ligne, sur le montage vidéo. J'espère que tu me suis. Mais le problème, c'est que j'avais perdu les coordonnées d'Axel. Et il s'avère que 2 jours plus tard, je faisais un live avec Jules, donc le premier mec que j'ai engagé à la place d'Axel au début, et les gens pouvaient lui poser des questions en live. Pas forcément une question, mais gros respect pour toute taf que vous fournissez. Bah, écoute, merci, je sais pas qui a posé cette question, mais... C'est personne, c'est moi qui l'ai monté. Ok. Axel a rejoint le live et a fait une vanne en mode pour un des candidats qui était en finale. Tu te rappelles, j'avais dit qu'il me souviens de la finale, ouais. Il a dit, ça fait quoi de m'avoir vaincu lors de la dernière épreuve du recrutement Bilost. Gros BG, va. Ce simple message a changé la vie d'Axel. Même si Axel était assez jeune et avait pas forcément d'expérience professionnelle dans le montage, j'ai décidé de lui faire confiance et je l'ai engagé. Je l'ai donc formé pendant quelques mois. Au passage, vous imaginez pas comme je suis relou comme gars, je suis chier sur chaque petit détail. Et en parallèle, ça tombait bien parce qu'il montait les cours de ma formation éditeur pro. Donc autant vous dire qu'il a saigné chaque seconde des cours. Il a vraiment pris un gros niveau. Putain, il y a encore Squeezie qui m'appelle. Allô Lucas? Non, j'ai pas que ça à foutre de monter tes vidéos. Non, j'ai d'autres chats à fouetter, tu vois. J'ai du taf, moi. Insupportable ces youtubeurs. Prennent trop la grosse tête quand ils ont trop d'abonnés. Ouais, reste calme, Axel, t'as encore des trucs à apprendre. Et tout d'un coup, je me suis dit, putain, il devient quand même très chaud là. Pourquoi est-ce que je tenterais pas de lui donner des passages de mes vidéos YouTube à monter qui sont quand même plus complexes que des cours? Et c'était mon rêve, de réussir à former un mec assez chaud et discipliné pour avoir le niveau de monter mes vidéos YouTube. Ou du moins de bien m'aider en tout cas. Donc j'ai pu lui donner plein de passages qu'il a trop bien monté. Il y a des jours où il a fait de la merde aussi, j'ai juste coupé le salaire. Mais bref, au moment où j'ai enfin pu atteindre cet objectif d'avoir un mec qui m'aide sur le montage de mes vidéos YouTube, Axel postule pour bosser avec Joyka. Il a donc eu un call avec Joyka, il lui a montré les passages des vidéos YouTube qu'il avait faites pour moi. Joyka a grave kiffé, il l'a donc engagé dans une période d'essai. Donc moi, ok, je suis fier et je l'ai soutenu à 200%, je lui ai même corrigé les vidéos qu'il envoyait à Joyka pour se faire engager. Après, j'avais quand même un peu le seum parce que je venais d'atteindre un objectif et je voyais mon petit prodige se casser comme ça et travailler plus pour Joyka. Et dans l'histoire, on en est là, Axel attend d'avoir une réponse de Joyka pour savoir s'il décale au lot. Et si moi je serais jaloux. Donc qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette histoire d'Axel qui, en 6 mois, passe de McDo à éventuel monteur de Joyka? Bah déjà que ma formation éditeur pro, c'est pas du bullshit quand je vous dis que ça peut ouvrir des portes. Check la description. Et aussi ça dit qu'Axel, au lieu de subir son environnement, il sait se créer des opportunités. Et comment il fait? En étant à l'affût de tout ce qui se passe autour de lui. En s'ouvrant, en regardant les choses, en analysant son environnement. Et croyez-moi que son environnement, il aurait très bien pu le subir avec toute la merde qui lui est tombée dessus. S'il n'avait pas été sur mon live à commenter, tout ça ne serait jamais arrivé. Bon, pour tous ceux qui sont encore sur la vidéo, je vous raconte un dernier truc. Voilà, on est un peu plus que nous, je pense qu'il y a plus grand monde. Mais vas-y, c'est pas grave. Dans le groupe privé de ma formation éditeur pro, il y a un élève qui est très doué. Et franchement, c'est un bon monteur. J'ai pu voir ce qu'il faisait parce que je m'intéresse à mes élèves. Et il s'avère qu'un de ses potes m'a demandé de faire une petite vidéo pour lui souhaiter un bon anniversaire et lui donner de la force. Parce que ce gars, il se lève à 5 heures pour réussir dans le monde de la création de contenu, etc. Il bosse comme un fou, il a mis en place plein de choses. Et franchement, il a un putain de niveau de montage. Bon, après, normal, il est dans la formation. Maintenant, j'ai juste une question. Why the fuck
est-ce que ce gars, il m'a pas écrit un putain de mail pour bosser avec moi? Et pourquoi est-ce qu'il a pas encore envoyé un mail à tout YouTube Game pour bosser avec? Et à toutes les entreprises de France pour leur proposer ses services? Ça me rend ouf, le gars il a vraiment un bête de niveau, mais il est incapable de démarcher les gens, alors que c'est l'environnement dans lequel il se situe. Si tu vas pas chercher les opportunités, elles vont pas venir à toi toutes seules. Il est fort dans la tête, il est discipliné, persévérant, mais il comprend pas son environnement, et c'est ça qui cloche. Et t'as beau être fort dans la tête, rien à foutre, les gens ils vont pas venir à toi. Bon bref, là je m'emporte. Sache que je t'aime beaucoup, si tu m'envoies un mail, il y a toujours moyen qu'on bosse ensemble. Là je vais recevoir beaucoup de mails, mais vas-y c'est pas grave. Ok, conclusion de la conclusion, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vidéo? Une personne qui a constance et persévérance, elle a pas tant de chances que ça de réussir, donc imaginez si vous avez qu'une seule des deux. Maintenant, imaginez si vous avez aucune des deux et que vous comprenez même pas votre environnement. Franchement, faites des biscuits de Noël, au moins vous rendrez les gens heureux. Ensuite, vous devez comprendre que c'est une question de perception. Vous réussirez quand vous arrêterez de subir votre environnement et quand vous commencerez à jouer avec. Et pour finir, faites attention à ces mecs qui font des théories sur le développement personnel. Ouais, je me tire une balle dans le pied. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des théories sur leur développement personnel et pas le vôtre. Donc voilà, je vous dis de faire attention, mais pas non plus de ne plus les écouter. J'essaie de récupérer la balle, même si je sais, dans la miniature, j'ai écrit de ne plus les écouter, mais il paraît que ça fait partie de mon métier de faire des miniatures aguicheuses. Et si je le faisais pas, ça voudrait dire que je comprendrais pas l'environnement dans lequel je taffe. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Il y a une grosse vidéo qui arrive, c'est une expérience où je vis 7 jours comme Kobe Bryant. Honnêtement, ça a été un peu monstrueux parce que le gars il se réveille quand même à 3h du mat. On se retrouve tout bientôt, j'ai fait quand même une grosse pause sur YouTube là. Je vais essayer d'être un peu plus régulier. Et on y croit. Let's go, ciao. Et abonnez-vous à Mathias aussi, bande de fous furieux. Vous voyez tout ce qu'il fait pour vous là? Soyez reconnaissant un peu, merde. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, c'est sympa. Tristan sur YouTube. Bisous. Je suis complètement d'accord, abonne-toi à leurs deux chaînes. C'est tout.